Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chers internautes derrière votre écran, je souhaite la bienvenue à l'occasion de cette séance du conseil municipal, un conseil municipal important, ils le sont tous bien évidemment, mais important parce que c'est celui du budget, dans les conditions que l'on connaît, puisqu'on l'a longuement évoqué à l'occasion des débats d'orientation budgétaire que nous avons eus il y a quelques semaines. Avant de passer dans le vif du sujet, je proposais de laisser la parole donc à Charles Langlard pour qu'il puisse nous faire l'appel des conseillers, qu'on vérifie que le quorum est bien atteint. Le grand Jean-François, Neuvegence Evelyne, Bavkop Laurent, Berker Anne-Sophie, Knocar Léon, Vanout Cathy, Carpentier Louis, Donte Margot, Dissot David, Morel Régine, Gombert Frédéric, Deledic Patricia, Delayen Sylvain, Bardel Marie-Laure, Provost Jean-Marc, Grosso Lorenza, Pelé Alex, Valenton Françoise, Gendouze Ossine, Beau Dominique, Saufré Pierre, Thierry Chantal, Blondel Jean-Michel, Béclin Martine, Delannoy Philippe, Mignot Christine, Langlard Charles, présent, Lefebvre Anne-Marie. Merci Charles. En préambule de ce conseil, quelques informations au conseil municipal. Tout d'abord, la première, je vous fais part de la démission de Nathalie Goëlen. Donc, elle m'a fait part de son souhait de démissionner du conseil municipal. Alors, pour ne pas trahir effectivement ses propos, je vais vous lire le courrier qu'elle m'a adressé. Monsieur le maire, membre du conseil municipal d'Oupline depuis mars 2020, je viens par la présente vous faire part de ma volonté de démissionner. Cette décision est motivée pour raisons professionnelles. Par conséquent, je vous saurai gré de prendre acte de ma décision de réception de cette lettre et de transmettre une copie de celle-ci au préfet en application de l'article L21-4 du Code général des collectivités territoriales. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous m'avez accordée ces nombreuses années et vous souhaite ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal de nombreux succès dans vos engagements citoyens. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de mes respectueux hommages. Voilà, comme ça, vous êtes informé de son souhait de démission. Moi, j'ai l'occasion de remercier Nathalie Goëlen pour les années d'engagement qu'elle a passées ici au sein de ce conseil municipal et au cœur des sujets qui nous ont animés donc, depuis mars 2020. Deuxième information au conseil municipal, il s'agit de la réforme de l'apostille. Donc nous avions une démarche à effectuer et notamment à proposer un référent pour cette réforme de l'apostille. Alors c'est un acte d'authentification en fait qui permet d'authentifier un document. Alors s'il n'est pas, je dirais, utile en France, notamment sur les actes de naissance, etc., d'apposer la signature à cette conformité, il est utile pour dans des pays étrangers. Vous avez par exemple, vous souhaitez qui sait ouvrir une entreprise dans un pays étranger, il vous faut un certain nombre de documents attestant effectivement acte de naissance de votre nationalité. L'apostille sera nécessaire. Jusqu'à présent, ça se faisait à la cour d'appel. Aujourd'hui, c'est une mission qui a été transférée aux communes et donc il est nécessaire de nommer un référent. Je vous propose donc d'être ce référent, simplement parce que je suis au quotidien ici en mairie. C'est un acte rarissime, on va en faire peu, effectivement, mais en tout cas, il faut être en capacité de pouvoir signer et rapidement ce dit document. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières là-dessus, ou si quelqu'un souhaitait vivement devenir référent en apostille. Non? Très bien, je m'en doutais un peu. Allez, nous entrons donc
Dans les délibérations de notre conseil municipal, première délibération qui est un avenant à la convention de mutualisation entre la ville et le CCAS. Vous savez que nous avons une convention de mutualisation entre nos deux établissements. Nous avons une indépendance des deux structures, à la fois du CCAS et de la ville, mais par contre nous mutualisons un certain nombre de moyens, notamment des moyens matériels, des moyens de bâtiment, puisque le CCAS est logé par la ville dans la mairie, des moyens humains aussi également, parce que nous avons des agents qui travaillent pour le compte des deux entités. Et donc cette convention de mutualisation existe maintenant depuis quelques années. Celle-ci est un avenant pour permettre donc au CCAS de mettre à disposition un véhicule qui appartient donc au CCAS et dont le CCAS n'a plus l'utilité aujourd'hui, et donc d'en faire usage en tout cas auprès de la ville, qui va donc reprendre le véhicule en question. Donc vous l'avez bien compris, c'est une mise à disposition. La ville ne devient pas propriétaire de ce dit véhicule, mais elle s'engage à utiliser ce véhicule exclusivement pour des missions de service public, et puis d'en assurer forcément l'entretien, le carburant, la réparation, les contrôles techniques, etc., etc. Donc cette convention permet de cadrer en tout cas cette énième mutualisation entre le CCAS et notre commune. Y a-t-il des remarques particulières là-dessus? Non. Très bien, je propose de soumettre au vote donc cette première délibération. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération sous l'item transition écologique et développement durable. C'est une proposition, là également, de convention avec l'éco-organisme ALCOM. Alors, ALCOM, c'est un éco-organisme qui est agréé par l'État et qui a pour mission, en tout cas élargie, de réduire de façon drastique, en fait, les mégots. On va appeler ça de manière très factuelle, les mégots que l'on peut trouver dans nos espaces publics et qui jonchent parfois nos trottoirs. L'ALCOM donc s'engage auprès de l'État à faire réduire de façon importante. Donc vous avez les chiffres. 2024 c'était 20%, 35% en 2026 et 40% d'ici 2027. Et pour ce faire, elle s'appuie aussi sur les collectivités territoriales pour atteindre ces objectifs. Il nous semblait intéressant donc de conventionner avec ALCOM parce que d'abord c'est leur cœur de métier entre guillemets que de travailler sur ces fléaux en fait que l'on rencontre beaucoup sur nos trottoirs. Il faut savoir qu'un mégot met des décennies avant de disparaître complètement, et un mégot est capable de le polluer je ne sais combien de litres d'eau en finissant très souvent d'ailleurs à la mer. Et donc les actions prévues par ALCOM envers la collectivité sont de nous fournir des outils de communication et de sensibilisation auprès du grand public, auprès de nos concitoyens, de mettre à disposition aussi des cendriers de poche et des dispositifs de rue. Alors tout ça c'est cadré en fonction du nombre d'habitants, et d'enlever et prendre en charge les coûts de valorisation des mégots collectés à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Donc voilà, c'est une espèce de convention gagnante entre la commune et ALCOM. Vont pouvoir atteindre, en multipliant ça, les initiatives avec les collectivités, les objectifs fixés par l'État. Et nous aurons à la fois des supports de communication, mais également une subvention qui n'est pas négligeable, puisque ALCOM va rétribuer la commune pour notamment le nettoyage qui va être effectué et le ramassage de ces mégots à hauteur de 1,08 € par habitant, donc multiplié par 8020 habitants, ça nous fait un peu plus de 8000 € de subvention pour nous permettre d'être partenaires dans cette opération-là. Voilà, donc vous allez avoir fleurir sur la commune, si vous en êtes d'accord, un certain nombre de cendriers, de communication avec ce fameux logo ALCOM qui permettra de sensibiliser sur ces questions de jet de mégots. Et on aura peut-être l'occasion d'aller un peu plus loin. C'est pour moi aussi l'occasion de vous dire que
nous allons réfléchir également à des zones non fumeurs, notamment aux abords des écoles, parce que de manière assez paradoxale, on rencontre beaucoup de mégots aux abords des écoles, et quand effectivement on se promène sur ces abords des écoles, on voit alors forcément des parents stationnent en attendant les enfants et fument, et peut-être de réfléchir sur ces zones non fumeurs autour des écoles, c'est aussi une action de santé publique vis-à-vis des enfants, et nous engagerons peut-être des actions de ce type-là dans les semaines à venir, tout en continuant ce travail de pédagogie qui vous est proposé ce soir. Y a-t-il des questions? Oui, j'en ai une. Est-ce qu'on sait déjà où vont être implantés les 10 cendriers et thé noir? Enfin, il y en aura 8 des cendriers de rue, a priori. On a un petit diagnostic à faire pour repérer ce qu'on appelle les hot spots, c'est-à-dire les endroits où effectivement les mégots s'accumulent. Bon, on les connaît un peu, ce sont les espaces publics, les abords de la salle des fêtes, les abords des écoles, c'est assez simple. C'est les endroits où on attend, où on stationne et où on prend l'habitude de fumer. On a aussi les commerces, aux alentours des commerces, sur la place de la République. Je pense au Rénitas, par exemple, au café Le Rénitas, mais je ne veux pas le stigmatiser. Il y a l'Union en face, c'est exactement la même chose, ou l'Académie de l'autre côté, puisqu'on ne fume pas à l'intérieur des cafés, mais bien à l'extérieur. Et donc ces points-là, ils sont quand même assez marqués en tout cas, et on les a déjà repérés comme tels, mais on va, de manière un peu plus fine, établir un diagnostic pour que ces cendriers soient aux endroits les plus efficients possibles, en fait. Et puis, si on se trompe, rien ne nous empêchera de les bouger et de les changer. Propose de passer au vote. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas d'engagement financier sonnant et trébuchant de la commune. Il y a un engagement, effectivement, à effectuer les tâches qu'on effectue déjà, c'est-à-dire le ramassage, le nettoyage de nos espaces publics, mais en plus, en étant aidé avec des outils de communication et des moyens, justement, pour combattre ces jetés de mégots. Voilà. Propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc à ce qu'on puisse conventionner avec ce groupement Alcom? Je vous remercie. Nous passons donc sous l'item des finances, et on commence par le vote du compte de gestion 2024. Alors le vote du compte de gestion 2024, c'est le compte de gestion du trésorier qui effectivement nous fait parvenir chaque année ce compte de gestion qui nous permet à la fois de constater qu'il est en tout point conforme avec le compte administratif que nous aurons à voter juste après, qui est celui-ci, le compte administratif de la commune. Et donc vous avez les résultats budgétaires de l'exercice. Vous voyez un excédent de fonctionnement à 621 883 49 et un déficit de section d'investissement de 216 950 58. On l'a largement évoqué à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Sur cette section de fonctionnement, on doit, alors ça c'est le résultat de l'exercice du compte de gestion, effectivement prendre en compte aussi les N-1, mais j'en reparlerai sur le compte administratif juste après. Y a-t-il des remarques sur ce compte de gestion? Donc on constate qu'il est effectivement égal, en tout cas, et fort heureusement, au compte administratif que nous allons voter dans quelques secondes, et pour lequel je serai un petit peu plus disert. Pas de souci là-dessus, unanimité. Merci pour le trésorier, on est content de savoir qu'il a bien travaillé. Alors, le vote du compte administratif 2024. Alors, là également, je ne vais pas être très long parce que nous l'avons largement évoqué à l'occasion du précédent conseil, notamment sur ce document du rapport d'orientation budgétaire. Vous avez été tous destinataires. Vous dire que c'est un compte administratif donc qui voit un excédent sur la section de fonctionnement de 621 883 49 et un déficit d'investissement de 216 950 58. À cela
si on y ajoute les excédents cumulés en fonctionnement, on a donc un excédent cumulé de fonctionnement de 1 107 257,58 pour un déficit cumulé d'investissement de 729 159,88. Ça, c'est le résultat donc du budget primitif du compte administratif 2024. On a donc un résultat cumulé à la fois en fonctionnement et en investissement positif de 519 509,57 €. Si vous faites le delta du cumulé entre recettes et dépenses, 9 433 068,04 et 8 913 558,47, on a donc ce résultat positif d'un peu plus de 519 000 €. Les grandes lignes de ce CA 2024, j'y reviens très rapidement, mais on l'a largement en tout cas évoqué à l'occasion du ROB. C'est des recettes et des dépenses de fonctionnement qui sont en augmentation. Fort heureusement, les recettes augmentent de 23%, les dépenses de 9,73%, ce qui nous permet effectivement de dégager un excédent de fonctionnement. Un programme d'investissement qui a été réalisé pour quasiment dans sa complétude, la plaine des sports de loisirs, le reliquat également de l'éclairage public en transformation LED, pour ne parler que ces deux éléments forts, en tout cas en investissement. Et nous avons donc un décalage du projet que nous avions prévu de panneaux photovoltaïques, notamment sur la cuisine centrale, qui nous permettra en tout cas d'avoir une plus grande autonomie électrique sur le restaurant scolaire, qui est remis. Alors d'abord pour des raisons financières, ça c'est la première chose, mais aussi également parce que nous souffrons de l'absence d'un directeur des services techniques, et c'est éminemment technique que de travailler sur ces sujets de panneaux photovoltaïques, et puis aussi parce qu'il y a un engorgement des entreprises. Chaque collectivité aujourd'hui développe les panneaux photovoltaïques, et aujourd'hui les entreprises ont un peu de mal aussi à répondre présent, et un engorgement des carnets de commandes en tout cas de ces entreprises. Donc tout ça cumulé nous fait décaler en tout cas ce projet, mais que nous avons toujours dans le viseur. Sur le résultat du CA 2024, pour être très rapide, nous dégageons un autofinancement, mais un autofinancement qui reste fragile. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit avoir en tête, puisqu'on va voter le budget primitif 2025. C'est un autofinancement qui est égal, je dirais, à chaque fin de cycle budgétaire, puisque un mandat, c'est un cycle budgétaire. Vous avez au début du mandat les projets, la mise en œuvre de ces projets, au milieu de mandat, la réalisation, et puis en fin de mandat, forcément, une fois les projets réalisés, nous avons un temps fort où on doit réduire l'investissement. Ce sera le cas pour le budget primitif 2025, pour nous permettre donc effectivement de souffler, de retrouver un autofinancement suffisant et de rebondir au mandat suivant. On fonctionne comme ça depuis maintenant de nombreuses années, et le mandat 2025 a été particulièrement compliqué. Nous allons également, à l'occasion donc de ce travail sur le compte administratif et de travail sur le budget primitif, travailler sur la structure de la dette. Alors ça, c'est aussi important de surveiller la dette de la collectivité. C'est une dette aujourd'hui qui est encore raisonnée, je vous rassure, mais qu'il faut continuer à surveiller, et c'est ce pourquoi on vous proposera dans quelques minutes un budget primitif avec un investissement très raisonné et raisonnable, pour justement permettre de ne pas alourdir par un emprunt supplémentaire, par exemple, cette dette en question, mais de bien attendre la flèche qui vous avait été présentée à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Vous avez un pic en 2025 de la dette, et puis ensuite cette dette qui décroît sur les années qui vont suivre, et dès 2026-27 notamment. Voilà, donc ça c'était les grandes lignes du CA 2024. Je ne vais pas en ajouter, on avait eu l'occasion encore une fois d'en débattre longuement, mais je suis à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions, avant que je ne me retire d'ailleurs, pour laisser la présidence à notre premier adjoint Laurent Bafkop, puisque vous savez que le maire ne peut pas voter son compte administratif. Alors, y a-t-il des questions ? Des précisions peut-être sur ce que je vous ai dit, peut-être un peu rapidement? Non, ça va?
Bien, je vous remercie. Bah, écoutez, je me sauve, je ne suis pas très loin, mais je me sauve quand même. Et puis je laisse donc la présidence à Laurent Bafkop. Bien, donc, une question très rapide. Quels sont ceux qui sont favorables à l'approbation du compte administratif de la commune 2024 ? Écoutez, oui, je vais peut-être lever la main aussi. À l'unanimité. Merci. Donc, je pense qu'on peut rappeler Monsieur le maire, oui. Donc, Monsieur le maire, le compte administratif 2024 de la commune a été adopté par le Conseil à l'unanimité. Écoutez, ça me rassure. Merci, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Bien, une fois ce compte administratif voté et en préambule du budget primitif 2025, nous avons à affecter les résultats de ce compte administratif 2024. Je vous ai parlé d'un certain nombre d'excédents qu'il faut donc réaffecter et intégrer dans le budget 2025 avant de procéder à son vote. Donc, je vous l'ai dit, vous avez la délibération sous les yeux et donc des dépenses de fonctionnement à hauteur de 6 285 075 et 56 centimes, des recettes de fonctionnement à hauteur de 6 906 959,05 et donc un résultat de fonctionnement pour l'année 2024 à hauteur de 621 883,49 €. À cela, on ajoute les résultats de fonctionnement reportés de l'année N-1, c'est-à-dire de fonctionnement de 2023 de 483 374,09, ce qui nous fait un résultat repris au total d'1 107 257 257,58 €. Alors, il vous est proposé, donc, pour équilibrer ce budget 2025, de reporter à l'article 002 l'excédent de fonctionnement reporté, la somme de 519 509,57, et de reporter à l'article 1068 l'excédent de fonctionnement capitalisé de 587 748,01. Sur le résultat de la section d'investissement, comme je vous l'ai annoncé à l'occasion du CA, donc des dépenses d'investissement déficitaires, 1 879 734 € de recettes d'investissement pour 2 96 685 € de dépenses d'investissement et donc un déficit de 216 950,58 €. Il nous reste à intégrer également des restes à réaliser de 2024 en dépenses de 19 588,13 et des restes à réaliser en recettes, c'est des reliquats de subventions que nous n'avons pas encore touchés, de 161 000 € au bénéfice donc notamment de la plaine des sports et de loisirs. Ce qui nous fait un résultat d'investissement auquel on ajoute le résultat d'investissement reporté N-1 qui était également déficitaire de 512 209,30 € avec un besoin total de financement de 587 748,01 €. Donc proposé de reporter hors les restes à réaliser, c'est comme ça que l'on fait en tout cas sur ces affectations de résultats en 2025 à l'article 001, déficit d'investissement reporté, la somme de 729 159,88 qui correspond donc, vous l'avez compris, à la fois au résultat d'investissement reporté L-1 de 512 209 et du résultat d'investissement 2024 de 216 950,58 €. Voilà mes chers collègues. Pas de questions. Alors ces sommes, vous les retrouverez bien évidemment au BP dans quelques secondes. Pas de souci là-dessus. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont donc favorables à cette affectation des résultats? Unanimité, je vous remercie. Alors, le budget primitif 2025. Ce budget primitif 2025, il a été élaboré avec beaucoup de contraintes, c'est un euphémisme que de le dire, et surtout beaucoup d'incertitudes.
Vous vous souvenez, les discussions que nous avions eues à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. Nous étions en attente d'une loi de finances qui n'arrivait pas. Une loi de finances, je vous rappelle, elle est votée sur l'année précédente, en général au mois de novembre-décembre. Celle-ci, en 2025, a été votée le 6 février. Et donc, il a fallu naviguer un peu à vue et construire ce budget primitif avec beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, depuis le 6 février, nous avons donc une loi de finances qui a au moins le mérite d'exister, mais qui nous fait savoir que les collectivités vont devoir faire un effort, entre guillemets, à hauteur de 2,2 milliards d'euros pour réduire, en tout cas, la dette publique nationale. Et donc, ce qui veut dire que les collectivités territoriales, donc les communes, entre autres, devront également aussi se serrer la ceinture et participer à l'effort national. Cet effort, initialement, il était prévu à hauteur de 5 milliards d'euros. Mais l'Association des maires de France s'est un peu mobilisée pour demander effectivement à ce que les collectivités territoriales qui sont obligées de présenter un budget en équilibre ne soient pas, entre guillemets, les dindons de la farce des dérives de l'État, mais même si elles y participeront au redressement, mais qu'elles y participent de façon, je dirais, moins massive. Et donc, c'est pour ça que sur cette loi de finances, in fine, a été votée cette part de 2,2 milliards d'euros. Donc nous avons un effort à fournir, vous vous en doutez, et puis bon, la période, je crois qu'on vit tous dans le même pays, sur la même planète en ce moment, la période aujourd'hui est faite de beaucoup d'incertitudes, et donc nous aurons un effort particulier à faire, notamment sur nos dépenses de fonctionnement et sur nos dépenses d'investissement, pour d'autres raisons que je vous évoquais il y a quelques minutes. Et donc c'est une réduction effectivement assez drastique des investissements qui vous est proposée aujourd'hui à l'occasion de ce BP 2025. D'abord pour ne pas emprunter en cette fin de mandat, parce que les emprunts que l'on fait aujourd'hui vont impacter les mandats suivants. Et je pense qu'en élu raisonnable et responsable, on doit aussi réfléchir aux mandats qui vont nous suivre, en tout cas, et donc ne pas produire une dette qui soit trop importante et qui grève des projets futurs. Et puis également un budget donc, où on s'est attaché à regarder de façon très serrée le fonctionnement, avec une masse salariale qui continue d'augmenter. Elle augmente naturellement, même si cette année on la contient au maximum. Et puis surtout déjà des autres postes de fonctionnement qu'on doit continuer à regarder un peu comme le lait sur le feu, même si nous avons depuis 2020 dû faire déjà beaucoup d'économies. Les crises s'enchaînent, une crise pandémique, une crise géopolitique, une crise gouvernementale. Depuis 2020, on les accumule avec des répercussions qui ne sont pas neutres pour les communes. Donc c'est dans ce contexte que le budget a été en tout cas travaillé. Donc des dépenses de fonctionnement en légère augmentation pour 2025, une dynamique des recettes de fonctionnement plus forte, à l'instar de ce que nous avons vécu en 2024, des taux d'imposition qu'on vous proposera stables pour cette année 2025, une politique de désendettement en fin de mandat, c'est ce que je viens de vous résumer, et puis des investissements qui sont dédiés à la transition énergétique du patrimoine communal, à l'amélioration des espaces publics et du cadre de vie. Ce sont les priorisations de cette fin de mandat. Voici les chiffres clés donc, de ce budget 2025. Vous avez un budget qui s'équilibre à hauteur de 8 391 582 et 1 centime d'euros, donc à la fois en recettes et en dépenses, puisque je le rappelle, les budgets des collectivités sont équilibrés, avec en section de fonctionnement un peu plus de 7 millions et en section d'investissement un peu plus d'1 371 000. Quelques chiffres clés, donc les charges à caractère général, évaluées, on est sur le budget primitif, je le précise, évaluées à 1 968 557, on verra le détail un peu plus tard, des dépenses de personnel à hauteur de 3 477 000, ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante à hauteur de 971 700.
En section d'investissement, vous avez des recettes d'investissement qui sont le cumul de l'amortissement de nos investissements précédents et du FCTVA calculé à peu près aux alentours de 220 000 euros. Un remboursement de la dette qui atteint son pic là ici sur 2025 de 539 000 euros. Et puis un autofinancement évalué à 587 748,01 euros, toujours pour la section de fonctionnement. Voilà les grandes lignes, en tout cas, les chiffres clés de ce budget 2025. On va rentrer un peu plus dans le détail de nos dépenses de fonctionnement. Alors tout d'abord, les charges à caractère général. Donc on l'a vu, 1 968 000. Alors c'est plus 3,4% d'évolution par rapport au BP 2025. Ça correspond à un peu moins de 30% des dépenses de fonctionnement que les charges à caractère général. Et puis vous voyez, vous avez quelques chiffres, notamment de strates de population. Donc sur Houpline, ça correspond à 812 euros par habitant et ces dépenses réelles de fonctionnement sont pour la moyenne de la strate, c'est-à-dire pour les communes de population égale, à hauteur de 952 euros par habitant. Ensuite, vous avez les charges toujours les charges de fonctionnement, les charges de personnel, les dépenses de personnel, donc 3 477 000 pour 2025. En tout cas, on les a calculés là, en fonction de la masse salariale précédente, de l'évolution également, des glissements GVT, vieillesse, technicité, des évolutions aussi de cadre d'emploi, etc., qu'il faut prendre en compte. Donc c'est 1,6% d'évolution par rapport au BP 2024. Je parle de budget primitif à budget primitif, je ne parle pas de compte administratif. C'est une part importante des dépenses de fonctionnement, c'est logique, 54% par des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement, on est dans la moyenne, voire la moyenne basse en ce moment des collectivités, puisque vous voyez, c'est 433,50 € par habitant contre 537 € pour la moyenne de la strate. Donc nous avons une commune de 8 000 habitants avec en équivalent temps plein quelques 70 agents en équivalent temps plein. Donc il n'y a pas d'exagération massive sur les agents, mais voilà, il y a une nécessité d'avoir quand même un minimum d'agents dans notre collectivité pour pouvoir faire tourner nos services publics et c'est tant mieux et c'est bien ainsi. Ensuite, nous avons les dépenses toujours de fonctionnement, ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante. Alors, en évolution assez importante, de 15,35 par rapport au BP 2024. Dans ces dépenses de fonctionnement, on retrouve notamment les subventions versées aux associations, les forfaits aux écoles privées, ce qu'on appelle les subventions aux autres groupements, donc Cadicia, pour ne prendre que l'exemple de Cadicia. On rappelle qu'on a une piscine intercommunale, elle est sur le territoire d'Armentières, mais on a parfois tendance à oublier qu'on est 5 communes sur cette piscine intercommunale et que les communes abondent financièrement justement à cet outil intercommunal. La subvention versée au CCAS et puis on a vu tout à l'heure la dette qui impacte les dépenses d'investissement. Vous avez également ce qu'on appelle les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts. Alors c'est pas pour 2022, pardon, c'est pour 2025, bien évidemment, à hauteur de 96 346 €. Je ne sais pas s'il y a des questions sur déjà ces premières présentations de dépenses, non ? Sur les recettes de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, on les connaît, ce sont les impôts, les taxes, les dotations. Donc vous voyez, un peu plus de 4 millions d'euros d'impôts, de dotations, de taxes et dotations métropolitaines en 2025. Donc, une proposition, on votera les taux tout à l'heure, de ne pas faire évoluer les taux de la taxe foncière non bâtie par rapport à 2024. Et donc vous avez en dessous ces 44,93% de taux de taxe foncière appliqués en 2025. Je vous rappelle que
nous avons additionné donc la taxe communale qui doit être aux alentours de 24%, j'ai plus en mémoire, je vais vous la retrouver tout de suite, 25,87%, plus la taxe départementale, ce qui fait ce total de 44,93 en l'occurrence. On pourra compter aussi sur des recettes de fonctionnement d'une revalorisation législative des bases d'imposition. Alors, on n'est plus du tout sur les revalorisations qu'on a connues, notamment en 23-24. Vous vous souvenez, on était en pleine période d'inflation, notamment en 2023, où on se prenait plus 7% de revalorisation législative, qui était cette revalorisation, elle suit en fait le cours de l'inflation, et donc forcément ça fait évoluer l'impôt en fonction de l'inflation. Et puis, d'une manière très prudente, parce que aujourd'hui, on a des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire. Et les notaires, d'ailleurs, maintenant, dans leurs études, mettent bien que les frais de notaire, c'est pas tout pour eux, mais qu'il y a une part communale, qu'il y a une part départementale et qu'il y a une part notariale, bien évidemment. Mais ces frais de notaire sont en dents de scie depuis plusieurs années. Et il est très difficile aujourd'hui de les évaluer. On a parfois l'impression que les ventes reprennent, ça a été le cas en début d'année 24, et ensuite ça a un peu stagné sur la fin d'année. Il y a beaucoup à la fois d'incertitudes, d'inquiétudes aussi, qui pèsent et qui font donc faire yo-yo un petit peu, entre guillemets, ces prévisions de droits de mutation. Donc là où on était plutôt aux alentours des 300 000 euros sur des années courantes, préfère faire une prévision aujourd'hui qui est plus proche de ce qu'on a connu ces dernières années, aux alentours de 200 000 euros. Je pense qu'on a dû avoir de mémoire 230 ou 233 000 euros sur le compte administratif 2024. Donc vous voyez quelque chose d'assez similaire et prudent en tout cas. Il vaut mieux être prudent sur les recettes et ne pas faire de plan sur la comète quand on n'est pas sûr de ses prévisions. Toujours dans les recettes de fonctionnement, on a ce qu'on appelle les dotations et les participations. Alors ça, c'est le concours financier et les dotations de l'État. C'est à peu près 1 613 000 euros de prévision de dotation. C'est plus 2% d'évolution du chapitre concerné entre le BP 24 et 25. Pourquoi ? Parce que la commune a gagné en habitants. Donc il y a une forme de dynamisme sur la commune qui va se transcrire aussi au niveau des dotations d'État. La dotation globale de fonctionnement, elle est calculée aussi sur le nombre d'habitants. Vous perdez des habitants, vous perdez un peu de dotation globale de fonctionnement. Vous en gagnez, vous percevez un peu plus de dotation globale de fonctionnement. Aujourd'hui, si on en croit la loi de finances, cette dotation globale ne devrait pas être impactée. Et donc on peut estimer effectivement que nous aurons une évolution plutôt positive. Où c'est un peu plus, je dirais, délicat de faire des plans sur la comète, c'est sur ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire les dotations de péréquation. Vous connaissez le principe à la Robin des Bois, on prend aux riches pour donner aux pauvres. La commune d'Oupline est plutôt, je dirais, éligible justement à ces péréquations de façon positive. On en perçoit chaque année. Ça a été plutôt dynamique ces dernières années en termes de péréquation et de surprises, plutôt de bonnes surprises, notamment sur le budget 2024 en termes de péréquation. Mais là encore, on sent bien qu'il va y avoir des variables d'ajustement et quand les efforts vont devoir être fournis, il y a bien un moment, si on ne touche pas sur la DGF, on va toucher sur d'autres variables et la péréquation risque d'en faire des frais. Il y a d'autres variables d'ajustement, notamment sur les recettes également, je l'avais évoqué à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, ce sont les fonds verts pour lesquels nous étions... On a fortement abondé au fonds vert, notamment en 2023-24, puisque nous étions éligibles. Les fonds verts sont passés de 2,5 milliards d'euros à 1,5 milliard. Donc, vous voyez, 1 milliard de moins, ça va se battre au portillon pour pouvoir en obtenir. C'est une recette là ici sur laquelle on ne va pas... En tout cas, prudemment, on va s'appuyer prudemment. 455 000 de prévision de produits de services pour 2025, encore une fois une petite coquille, contre 492 000 en 2024. Excusez-moi pour la coquille en l'occurrence. Là encore, une prévision prudente, même si effectivement elle est en deçà de ce que nous avons pu percevoir l'année dernière. C'est pareil, c'est toujours difficile ces produits de services parce que ça oscille d'année en année. On n'arrive pas, je dirais, à
à caler de façon certaine une espèce de plafond de verre. Et donc, je préfère être prudent sur les sommes enregistrées, en tout cas en recettes. Vous voyez, ces 455 000 euros, ça représente 8% des parts des produits de services dans les recettes de fonctionnement. C'est important de le dire parce que c'est ce que payent les Oupinoises et Oupinois qui prennent les services de la cantine, de la garderie, des centres aérés, etc. C'est 8% des recettes de fonctionnement. Donc ça démontre aussi l'effort que fait la collectivité au regard des prestations qu'elle peut proposer à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous. Voilà donc pour ces recettes de fonctionnement. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, ça va, c'est clair? Et donc sur les dépenses d'investissement 2025, donc sans surprise, hein, on est sur les items que l'on connaît, les écoles, le patrimoine communal, le sport pour tous, les transitions écologiques, le cadre de vie. Alors sur le cadre de vie, nous avons l'objectif d'atteindre la seconde fleur cette année. Hein, c'est un objectif que l'on s'est fixé parce que ça participe au cadre de vie, au-delà même hein, du label hein, qu'on a d'ailleurs dans ce salon d'honneur. On a la première fleur ici dans le salon d'honneur, mais au-delà du label, c'est aussi un travail d'équipe, c'est aussi effectivement un état d'esprit, et puis c'est aussi un travail transversal que nous menons avec l'ensemble des services. Cadre de vie, c'est également un travail sur l'aménagement des espaces publics et l'aménagement des espaces verts. Alors, on a déjà commencé, notamment à l'octroi, hein, puisque vous m'avez autorisé par anticipation à pouvoir dépenser un certain nombre de sommes pour que la commune puisse vivre entre janvier et ce 31 mars, hein, et notamment les plantations à l'octroi qui ont été effectuées. Sur le sport pour tous, alors plus grand chose, mais forcément beaucoup de choses ont été faites à l'occasion de ce mandat. Hein. Pour rappeler la plaine de loisirs et de sport au stade André Claes en est un vibrant exemple, avec là ici plus du matériel d'entretien de nos salles de sport, avec, alors j'ai mis entre autres une autolaveuse qui est un équipement voilà, qu'il nous faut acquérir hein, pour nous permettre d'être un peu plus efficients sur l'entretien de nos salles de sport. En patrimoine communal, on a toujours le marché d'éclairage public. Hein. Nous avons un marché qui court sur 8 années. Là également, hein, gros efforts ont été effectués sur ce mandat avec le remplacement de l'ensemble de l'éclairage public en LED. Hein, ce qui était prévu en 8 ans a été fait en 2 ans et demi, donc c'est un effort assez conséquent. L'acquisition de véhicules, de mobilier, de matériel, et puis une réflexion sur le patrimoine communal, notamment, j'avais déjà évoqué à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, hein, nous avons une trentaine de bâtiments sur la commune, hein, tout confondu, et il me semble qu'on est peut-être dans une époque où il faut commencer à réfléchir à réduire ce nombre de bâtiments, à penser à mutualiser davantage. D'abord parce que derrière, c'est pas simplement le coût d'entretien de ces bâtiments qui forcément impacte le budget de nos communes, mais c'est aussi le coût des fluides. Avec l'inflation qu'on a connue, notamment sur le gaz et sur l'électricité, on a tout intérêt à regarder ça de très près. Également sur les coûts d'assurance. On n'y pense pas toujours, mais j'ai déjà donné des exemples hein, dans cette assemblée. Quand on passe de 9 000 euros d'assurance à 60 000 euros d'assurance pour les mêmes surfaces, les mêmes bâtiments et sans sinistre, forcément, ça interroge et forcément, on se dit que les choses ne vont pas aller en s'améliorant d'un point de vue assurantiel et qu'il va nous falloir réfléchir aussi à réduire la voilure de ce côté-là. Et puis également, tout simplement sur la possibilité de cession aussi de patrimoine hein, qui peut aussi amener notamment des capacités d'investissement autres que ceux que nous avons simplement en autofinancement. Quand vous vendez 1, 2, 3 bâtiments, vous dégagez un autofinancement d'investissement qui est forcément intéressant et qui nous permet de nous concentrer sur d'autres sujets, d'autres projets. L'entretien de nos écoles, alors, il est évident qu'on ne va pas se séparer de nos écoles, hein, ce ne sont pas des bâtiments en question dont je parlais précédemment, hein. Nous en avons d'abord l'obligation et le devoir, je dirais même, hein, d'entretenir ces bâtiments, et nous avons aussi un certain nombre de demandes, notamment en informatique, hein, d'équiper
Alors l'informatique c'est bien, hein, mais c'est obsolète au bout de 3-4 ans, donc c'est sans fin. Et donc tous les 3, 4, 5 ans, nous avons des demandes de nos écoles pour être rééquipées sur du matériel un peu plus adapté, je dirais, aux évolutions technologiques. Et puis enfin, en transition écologique, optimisation des matériels de la cuisine centrale. On a une cuisine centrale toute électrique. Hein, c'était un choix qui avait été fait initialement. Donc aujourd'hui, forcément, les panneaux photovoltaïques ont du sens et auront du sens quand ils seront installés et produiront l'électricité attendue. Mais on a également, chaque année, on met un certain nombre de quelques milliers d'euros, entre guillemets, hein, pour notre cuisine centrale, parce qu'il est évident que la restauration collective ne peut pas s'arrêter. Je veux dire, demain, on ne peut pas ne pas accueillir nos enfants en cantine, nos seniors au restaurant communal, et donc il nous faut, même si cet équipement est relativement récent, il a une bonne dizaine d'années maintenant, il nous faut être toujours vigilants, en tout cas, sur le matériel, et d'être en capacité, en tout cas, de le remplacer le cas échéant, et donc on prévoit toujours un minimum pour être au rendez-vous le cas échéant. Et puis également, on a un marché chauffage de performance énergétique. Là également, on a un bureau qui travaille, qui est adossé à ce marché de chauffage pour nous permettre d'être un peu plus efficient, un peu plus économe aussi dans nos bâtiments. On a donc eu une campagne durant ce mandat d'isolation de nos bâtiments. La mairie a été notamment isolée sur son dernier étage, les écoles l'ont été aussi également, qui permet justement de faire descendre de façon souvent, parfois assez impressionnante d'ailleurs, les factures de chauffage, et donc c'est aussi un sujet sur lequel on doit continuer à travailler. Voilà pour ces grandes lignes de ce budget 2025. Donc vous voyez, un budget de transition, un budget de fin de mandat, un budget qui n'obère pas les années qui viennent, un budget raisonnable, responsable, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, que je vous le partage. Et avec effectivement des dépenses d'investissement qui n'ont rien à voir avec les dépenses d'investissement qu'on a pu faire sur les années qui viennent de s'écouler. Mais encore une fois, c'est notre cycle budgétaire et c'est notre façon de travailler. Y a-t-il des questions? Il y a encore une... Ah ben oui, les recettes, oui. Alors comment on finance, ouais. Comment on finance, ces dépenses d'investissement avec les recettes? Il y a le virement de la section de fonctionnement. On a fait l'affectation des résultats tout à l'heure, donc de 398 606 €. Ça vient en plus de l'affectation des résultats, c'est-à-dire que sur le million qu'on a dégagé en excédent, on a viré. Alors, on a la possibilité de pouvoir virer de la section de fonctionnement vers l'investissement. L'inverse n'est pas vrai. Donc il faut toujours le faire en étant très vigilant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez viré ces 400 000 € vers la section d'investissement, ça ne peut plus revenir en fonctionnement, c'est terminé. Donc il a quand même fallu qu'on regarde bien et surtout qu'on n'obère pas le fonctionnement pour les années à venir. 105 000 €, c'est le montant estimé du FCTVA, plus la taxe d'aménagement. Alors c'est la taxe d'aménagement de 116 448. C'est le montant estimé, non pardon, c'est pas du FCTVA, c'est le montant estimé de l'amortissement. Autant pour moi, 116 448 c'est le FCTVA plus la taxe d'aménagement. Les 587 748 qu'on a voté tout à l'heure, donc de l'autofinancement prévisionnel. Les restes à réaliser, montant de subvention qui était inscrit au budget 2024 et que nous n'avons pas encore perçu, notamment de l'Agence nationale du sport de 161 000 €, une proposition de ne pas recourir à l'emprunt pour cette année 2025. Et puis je l'ai évoqué, éventuellement, dans le courant de l'année, si les choses sont assez mûres et si on le décide bien évidemment ensemble, nous pourrions inscrire quelques produits de cession, donc la vente éventuellement de bâtiments, et on reviendrait donc avec une décision modificative pour ce budget 2025. Mais de façon, d'abord, on
ne peut pas inscrire, ce qui n'est pas absolument certain, on ne peut pas inscrire des sommes pour le plaisir de mettre des recettes, et puis et de voir si effectivement on les fait ou non. Donc il n'y a pas de produit de cession inscrite dans les recettes d'investissement aujourd'hui, mais voilà, si d'aventure, d'ici la fin de l'année, on avait l'occasion d'effectuer une vente, on pourrait donc inscrire produit de cession en recette et peut-être aussi voilà, enclencher un investissement supplémentaire qui n'est pas prévu, en tout cas, dans le budget 25 qui vous est présenté. Voilà, mes chers collègues. Est-ce que vous avez des questions sur ce BP ? Donc vous avez dans vos documents, mais je suppose que vous l'avez regardé, le document comptable, donc la traduction, ce qu'on appelle en M57 de ce BP. Vous avez les pages principales, mais pas les documents croisés, etc. Parce que sinon c'est un pavé qui fait ça et de toute façon personne ne le lit jusqu'au bout, il faut être honnête. Mais vous avez notamment le détail de la manière dont les équilibres financiers se font à la fois en fonctionnement et en investissement, avec les éléments factuels que je vous ai donnés. Vous allez d'ailleurs retrouver dans ce budget, fort heureusement, les sommes qui vous ont été annoncées. Pas de questions là-dessus? Non? Alors, on propose donc de passer au vote. Alors, je ne sais jamais si on fait le vote du budget avant les taux d'imposition. On va voter les taux d'imposition, ce qui me semble assez logique, et ensuite on passera au vote du budget. Alors sur les taux d'imposition, il vous est proposé le maintien des taux, donc taxe foncière, donc à hauteur de 44,93. C'est le chiffre qu'il faut retenir aujourd'hui, parce que de toute façon, sur votre feuille d'imposition, il y a à la fois la part communale et la part départementale, mais aujourd'hui, elles sont noyées de toute façon toutes les deux. Et donc, c'est ce taux à 44,93 qu'il faut retenir. La taxe foncière non bâtie de 53,96. Et on me faisait remarquer tout à l'heure, à juste titre, effectivement, que si la taxe d'habitation a disparu pour tout à chacun, elle est quand même toujours existante, notamment pour les résidences secondaires. On a quelques résidences secondaires à Oupine, ne souriez pas. Et donc de proposer le maintien à 25,87% donc de cette taxe d'habitation. C'est extrêmement marginal, c'est pas là-dessus qu'on va faire des recettes miraculeuses. Pas de souci sur le maintien de ces taux. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Unanimité, je vous remercie. Et donc de passer au vote du budget primitif à proprement parler. Quels sont celles et ceux donc, qui sont favorables à ce BP 2025? Pas d'abstention, pas de vote contre, unanimité, je vous remercie. Alors, dans ce budget primitif, on y retrouve un certain nombre de subventions, et notamment ce qu'on appelle le forfait communal aux écoles privées. C'est une obligation que les communes ont de calculer et de verser aux écoles privées ce qu'on appelle le forfait communal. Il est versé par enfant. Donc, effectivement, le montant de la subvention correspond au nombre d'enfants par école. Et donc, cette année, il vous est proposé un montant de subvention pour l'école Saint-André de 48 207 € et pour l'école Sainte-Anastasie de 43 209 €. Dans la délibération, il vous est précisé que ce sera versé en 9 périodicités, donc en 9 fois, échelonné donc, sur le budget de la commune d'avril à décembre 2025. Pas de sujet là-dessus? Non, de toute façon c'est un aspect tout à fait réglementaire. Je vous remercie. Subvention au CCAS. Subvention au CCAS. J'ai évoqué à l'occasion de la présentation du BP 2025 une subvention à hauteur de 249 000 €. Donc je vous rappelle que nous avions déjà voté une avance de subvention lors d'un précédent conseil de 40 000 €. Proposé donc le solde de 209 000 €, là également en 9 périodicités, d'avril à décembre 2025 pour notre centre communal d'action sociale. J'imagine que là également, il n'y a pas de sujet, pas de questions.
Non. La subvention est égale à celle de l'année dernière. Il n'y a pas eu de modification. Je vais laisser la parole maintenant à Laurent Bafkop, premier adjoint, mais également en charge du tissu associatif, pour vous faire part donc, des subventions versées aux associations de la commune. Donc au niveau des subventions versées aux associations, je vous rappelle comment on procède. En début d'année, nous demandons aux associations de nous fournir leur bilan comptable de l'année précédente et leur budget, leur prévision budgétaire pour l'année suivante, et leur trésorerie également disponible. Et à partir de là, on analyse, et en fonction des moyens que nous avons au niveau de la municipalité, nous déterminons les subventions qu'on leur attribue. Donc cette année, un seul maître mot, je dirais, c'est vraiment la stabilité. Alors déjà parce que nos associations n'ont pas été très gourmandes, donc je les en remercie également. Donc plutôt une stabilité. On n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les demandes, pour certaines, d'augmentation. Mais encore une fois, sur l'année, on surveille également ces associations. Et si à un moment donné, elles nous font part de difficultés, on est toujours prêt à les étudier. Donc une stabilité. Et ce qu'on fait également, on travaille également, et c'est l'occasion pour moi de les remercier, on travaille aussi en bonne intelligence avec nos conseillers départementaux, Michel Plouy et Sylvie Delrue, qui dans le cadre des AIL, des actions d'intérêt local, ont aussi la possibilité d'aider les subventions de la commune. Et on propose tous les ans, en fonction de projets d'association, on présente des dossiers au département. Et la plupart du temps, le département accepte nos demandes. Donc ça permet aussi, c'est une seconde façon d'aider les associations. Donc voilà, je ne vais pas détailler association par association le montant des subventions. Je vous dis plutôt une grande stabilité dans ce domaine. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, en toute transparence, les subventions attribuées. Donc je ne sais pas si on doit voter à part ou comment on procède. Est-ce qu'on doit d'abord voter l'ensemble des subventions et ensuite où on fait dans l'ensemble? Une seule délibération, d'accord. Donc oui, il y a une délibération sur table également concernant l'école de musique. Là également, vu le montant de la subvention attribuée, eh bien, il y a une périodicité également sur 9 mois, comme pour le CCAS, comme pour les subventions aux écoles privées. Donc 8 fois 6666,67 et une fois 6666,64, toujours d'avril à décembre. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc on va procéder au vote. Je suppose que c'est Monsieur le maire qui reprend la main. Et on va procéder au vote de façon globale. Je vous rappelle toutefois que pour éviter les conflits d'intérêts, si vous êtes trésorier d'une association, président ou salarié de l'association, il est prudent, voire très prudent même, j'irais même voire obligatoire, de ne pas participer au vote. Donc signalez-vous avant le vote. Alors, je vais montrer l'exemple. Moi, en ce qui concerne l'école de musique, je ne participerai pas au vote, ce qui ne m'empêche pas de voter ensuite sur l'ensemble des autres délibérations et subventions aux autres associations en l'occurrence. Y a-t-il d'autres pour l'orchestre d'harmonie Loupline? Oui. Non. Donc on prend en compte dans la délibération que ne participe pas au vote. Donc pour l'orchestre d'harmonie Doupline, Cathy Vanout, et pour l'école de musique, donc Jean-François Legrand. Bien, nous passons au vote donc pour l'ensemble des subventions accordées aux associations. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Je vous remercie. Et sur la périodicité, donc on l'a fait aussi du coup d'un bloc? On l'a fait d'un bloc, c'est parfait. Je vous remercie. Merci Laurent.
Alors, une petite question d'aménagement d'urbanisme pour poursuivre notre conseil municipal, notamment sur une proposition de cession de parcelles. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez certainement qu'il y avait une voie ferrée qui passait à l'ancienne gare, qui traversait la rue Victor Hugo et qui longeait comme ça les arrières de parcelles à l'arrière de Victor Hugo. Cette voie ferrée a été déclassée, démontée, mais néanmoins est restée un parcellaire à l'arrière des parcelles. D'ailleurs, c'est un des premiers dossiers que Jacques de Ruttat m'avait donné quand je suis arrivé. C'était la vente de ces parcelles aux riverains. La plupart des riverains ont acheté le petit carré de parcelle qui se trouvait derrière leur habitation pour valoriser en agrandissant le jardin. Mais il reste un certain nombre de parcelles isolées parce que les propriétaires de l'époque n'avaient pas souhaité racheter, de parcelles qui sont de facto aujourd'hui inaccessibles puisque les autres ont été vendus, et donc des petits carrés qui se retrouvent à l'arrière d'habitation. C'est le cas pour le 47 de la rue Paul Lafargue. C'est une maison aujourd'hui qui est en cours de vente, en cours d'être vendue, et pour en tout cas les futurs propriétaires ou surtout les vendeurs actuels ont bien compris que la parcelle en question pouvait motiver peut-être un acquéreur en agrandissant le jardin en question. Alors c'est pas des grandes parcelles, j'ai pas la superficie là. Si 62 mètres carrés, donc là on ajoute 62 mètres carrés. En soi c'est rien, mais ajouter déjà un jardin, c'est potentiellement un agrandissement intéressant. Cette parcelle a été évaluée par les services des domaines à 950 € en l'occurrence, parce qu'elle ne peut être vendue, je dirais, qu'à la maison attenante. Personne ne va aller acheter cette parcelle et on ne sait pas y accéder. Et donc, il vous est proposé de vendre cette parcelle donc, aux propriétaires actuels ou aux futurs acquéreurs de 47 de la rue Paul Lafargue, et on aura une parcelle de moins dans l'escarcelle de la commune. Et je pense qu'on devrait bientôt arriver au bout de ces ventes, de ces anciennes parcelles SNCF. Pas de souci, j'imagine. Donc c'est pas avec ce genre de cession qu'on va pouvoir investir massivement, mais bon, 950 €, c'est toujours ça de prix. Alors toujours sous l'item de l'aménagement et de l'urbanisme, l'AMEL n'en finit plus de finir son projet de modification du PLU. On est en route depuis 2020 sur le sujet. On l'a longuement évoqué à l'occasion de nos conseils municipaux. Il nous a fallu délibérer à diverses reprises pour effectivement valider ce PLU de l'AMEL. Il a évolué parce que l'AMEL a évolué, a intégré 10 nouvelles communes, et ces 10 nouvelles communes avaient chacune leur PLU respectif. C'est donc tout l'objet du PLU 2, puis après une révision sur le PLU 3. Là aujourd'hui on est sur le PLU, je ne sais plus comment on l'appelle, le PLU 3, le PLU I, donc à l'échelle du périmètre le PLU intercommunal, donc à l'échelle du périmètre des 95 communes. Donc, il a été décidé en conseil métropolitain donc, de poursuivre en tout cas les procédures de révision de ces plans locaux d'urbanisme. Une concertation a été menée également auprès des communes. Nous avons donc dû, je ne sais pas si vous vous souvenez, délibérer à cette époque sur la concertation en question. Aujourd'hui, il nous faut un avis du conseil municipal sur les projets de modification du PLUI de la métropole européenne de Lille et plus particulièrement de notre commune d'Oupline. Donc à cette occasion, nous avions proposé de travailler sur le site des services techniques rue Félix Faure avec une diversification de l'usage du site, puisque le zonage était exclusivement en zonage économique et donc proposé en zonage mixte, ce qui a été repris d'ailleurs dans le PLU métropolitain. Et puis un correctif aussi sur les franges industrielles, notamment sur le zonage des franges, puisque vous savez que c'est une zone, on a eu une réunion publique pas plus tard que mardi dernier sur
sur le sujet. Vous savez que ce secteur est appelé à devenir un futur quartier, et donc un certain nombre de corrections, en tout cas d'erreurs matérielles, avaient été constatées sur les zonages des franges industrielles, et qui proposaient d'être rectifiées en l'occurrence. Voilà, il n'y a pas de révolution, en tout cas sur le plus communal. La demande que nous avions faite a été prise en compte et actée et inscrite au niveau du PLU. Donc aujourd'hui, il nous faut confirmer cette demande qui avait été faite en donnant un avis favorable sur ce projet de modification du PLU de la métropole européenne de Lille. Très complexe le PLU de la métropole, et si c'est aussi long, c'est parce que nous sommes 95 communes. C'est le plus important de France en termes de volume. Et vous imaginez, 95 communes, c'est 95 conseils municipaux, avec autant de demandes, d'attentes, etc., qu'il faut, ou non, pour lesquelles il faut répondre, ou pas d'ailleurs, en fonction des réglementations et des possibilités. Donc c'est extrêmement long, c'est extrêmement fastidieux, mais j'ose espérer que nous arriverons enfin au bout et que nous aurons un PLU d'ici la fin de ce mandat. On n'est pas sans rien, forcément, c'est le PLU précédent qui s'applique aujourd'hui. Pas de souci là-dessus. Nous avions voté favorablement, je vous le rappelle, sur ces demandes. Nous avons été exaucés, entendus. J'imagine qu'on va confirmer cet avis. Oui. Oui. C'était voté. Oui, question. Bien, quels sont celles et ceux qui sont défavorables donc à cet avis, qui s'abstiennent? Donc unanimité, je vous remercie. Les ressources humaines. Alors, nous allons accueillir un nouvel agent sur la collectivité, d'où la création de ce poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps complet 35e. Nous avions un éducateur sportif qui a fait valoir ses droits à la retraite. On a tous bien en tête cet éducateur sportif en question, donc il bénéficie de ses droits à la retraite aujourd'hui, et donc nous avons cherché forcément à le remplacer, et c'est chose faite, puisque c'est une éducatrice sportive qui arrive sur la collectivité à partir du 1er avril, c'est ça? Et c'est pas une blague. Oui, c'est demain. Et c'est demain, j'espère que c'est pas une blague et qu'on la verra bien demain matin, parce qu'on l'attend de pied ferme pour permettre de reprendre effectivement, notamment les missions qui sont dévolues à ces éducateurs d'activité physique et sportive, à la fois dans les créneaux scolaires. Vous savez que nous mettons à disposition dans les écoles publiques et privées d'ailleurs des éducateurs sportifs, mais aussi également sur les missions qui sont les nôtres, les activités qui sont les nôtres. Je pense à Bouge ton samedi, je pense au parcours du cœur qui va arriver bientôt, je pense à un certain nombre d'activités seniors aussi, qui sont encadrées également par des éducateurs sportifs de la commune, la gymnastique douce, enfin j'en passe et des meilleurs. Voilà, je pense qu'elle ne va pas s'ennuyer en arrivant ici sur la collectivité, et on lui souhaite d'avance, mais je le dirai de votre part dès demain matin, la bienvenue dans la collectivité. Pas de souci? Non, unanimité, je vous remercie. Il nous faut également actualiser le tableau des effectifs. C'est une obligation réglementaire, donc à chaque mouvement, on doit passer au conseil municipal cette actualisation de tableau des effectifs. Je précise qu'il a été présenté au CST, donc au comité social territorial, pour avis, avec avis favorable. C'est simplement, je dirais, un toilettage de ce tableau des effectifs qui, je vous le rappelle, je le dis, mais c'est important de l'avoir en tête, doit être conforme à la masse salariale que l'on vient de voter. La Chambre régionale des comptes
surveille ça, entre autres, à ce que le tableau des effectifs soit conforme avec la masse salariale indiquée pour qu'il y ait effectivement conformité et adéquation. Donc là, il est proposé aux membres du conseil municipal la création d'un poste d'animateur principal de 2e classe 35-35e, la création d'un poste d'adjoint technique principal de 1re classe 28-35e, la création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à 35-35e, la création d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe 35-35e, et enfin la création d'un poste d'attaché principal à 35-35e. Il s'agit d'évolution, d'avancement de grade. Là, en l'occurrence, je vous rassure, on ne vient pas d'embaucher d'un seul 5 agents supplémentaires. Pas de questions là-dessus? Je vous remercie. Alors, actualisation de la délibération cadre aménagement des temps de travail. Donc, c'est un sujet qui nous anime pas mal en ce moment, que les 1607 heures que doivent effectuer l'ensemble de nos agents qui sont à temps complet. Donc, à la suite d'un dialogue social mené, nous avons des cycles suivants qui ont été proposés. Donc, 35 heures pour le service de restauration et services administratifs, 36 heures pour les services administratifs, l'entretien des espaces publics, les services techniques, le relais d'assistants paternels, la ludothèque, le centre culturel et les gestionnaires de salles de sport. Ces heures et leurs œuvres d'ailleurs peuvent être fixées ou lissées selon les spécificités du service, et il a été acté donc 37 heures pour les services administratifs. Donc, en fonction de ces cycles d'heures, ça donne droit forcément à une génération de ce qu'on appelle des RTT. Et donc, vous avez un tableau qui vous présente donc, le nombre de jours de RTT accordés selon la durée hebdomadaire du travail. Donc, pour 35 heures, forcément, c'est aucun, c'est la durée légale de travail. Pour 36 heures, c'est 6 jours. Et pour 37 heures, c'est 12 jours. Il est précisé dans la délibération que cette annualisation est mise en place pour tenir compte des missions et des horaires différents sur une même année pour les agents des services, alors de l'action éducative et périscolaire, des sports et de la jeunesse, uniquement applicable donc aux éducateurs sportifs, et de l'entretien des locaux. Donc, je vous rappelle que nous avons présenté ce projet de délibération, qu'il a reçu un avis favorable du comité social territorial le 25 mars dernier, et je vous propose donc d'en faire autant ce soir. Moi qui ai des questions. Pas de souci, unanimité. Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Anne-Claire pour nous expliquer donc, ce régime indemnitaire qui revient souvent dans nos conseils municipaux, le RIFSEP. On a eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises, et vous dire pourquoi il revient sur le devant de la scène, en tout cas sur le devant de nos travaux ce soir, notamment par une avancée réglementaire, en tout cas une nouvelle loi qui a été votée assez récemment. Je vous en prie. Le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des agents communaux. Le RIFSEP, c'est ce qu'on pourrait appeler plus communément le système des primes, en fait, de la fonction publique territoriale. Comme vous l'avez certainement entendu dans la presse, depuis le 1er mars, le gouvernement a décidé de réduire le montant du traitement indiciaire qui est versé aux agents en cas d'arrêt maladie. Et donc, jusqu'à présent, les agents, avant le 1er mars, percevaient donc 100% de leur traitement de base. Et depuis le 1er mars, ils perçoivent 90% de leur traitement indiciaire quand ils sont en arrêt maladie. Dans ce cadre-là, nous avions déjà entamé une réflexion avec les représentants du personnel également sur ce système de RIFSEP, de prime, puisque jusqu'à présent, la délibération de la commune prévoyait que ce RIFSEP était suspendu au premier jour de l'arrêt maladie. Donc on a une étude qui a été menée avec d'autres communes, et on a constaté que finalement, le mode de faire qui était le plus répandu, c'était d'indiquer dans la délibération que l'IFSE, donc l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, que l'IFSE suivait le sort du traitement, et donc, dans ce cadre-là, qu'il pouvait être réduit à 90% suite à la nouvelle mesure gouvernementale.
Donc cet effet en fait de changement de la loi au niveau du gouvernement nous a un peu hâté dans notre réflexion et on a rediscuté avec les représentants du personnel et également en comité social territorial le 25 mars dernier et on a proposé du coup de mentionner que le RIFSEP suivait le sort du traitement pour à la fois la partie IFSE et la partie CIA. Cette décision, en fait, elle a été adoptée aussi parce que finalement, malgré les mesures qui sont en cours actuellement, l'évolution des rémunérations qui se sont faites ces dernières années n'ont pas permis d'atténuer en fait les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires territoriaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous propose aujourd'hui de délibérer sur cette modification de la délibération sur le RIFSEP. Voilà, c'est une proposition qui a été faite au CST qui permet effectivement en moindre mesure aux agents d'être impactés par cette loi. Ils le sont, hein, de toute façon, ils le seront, mais de manière un peu plus modérée, sachant que la commune prendra également sa part, entre guillemets, hein, pour être très schématique, en tout cas, sur la proposition qui est faite ce soir, pour minimiser l'impact, en fait, sur les agents de la collectivité. Y a-t-il des questions? Non. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc, à cette actualisation du RIFSEP? Je vous remercie. Autre délibération tarifaire, cette fois-ci, qui concerne les ALSH. Là, je vais laisser le soin également à Anne-Claire de vous le présenter. Il y aura une abrogation d'une première délibération, puis vote d'une suivante, mais vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Alors, lors du conseil municipal de décembre 2024, il vous avait été proposé une délibération qui venait actualiser les tarifs des accueils de loisirs. Il s'est avéré qu'en fait, cette délibération, elle était incomplète puisqu'elle ne permettait pas d'actualiser les tarifs pour les houplinois et pour les extérieurs, mais elle actualisait uniquement la délibération sur la partie des tarifs des houplinois. Du coup, nous avons repris avec les services l'ensemble de la délibération précédente, c'est-à-dire la délibération qui date de 2021, et nous avons actualisé en fait l'ensemble des données. Donc, on vous propose aujourd'hui d'abord de supprimer la délibération 59-2024 qui était relative à l'actualisation des tarifs des accueils de loisirs. Pas de souci là-dessus. Unanimité, je vous remercie. J'ai eu une absence? Non. Voilà, et donc je poursuis avec du coup la nouvelle délibération qui vous est proposée aujourd'hui et qui permet d'actualiser l'ensemble des tarifs qui étaient dans la délibération initiale de 2021. Donc, on vous propose aujourd'hui des revalorisations tarifaires de l'ordre de 5 à 7% à peu près sur l'ensemble des tarifs. Nous avons donc cette actualisation qu'on vous présente aujourd'hui et nous avons introduit également des nouveautés puisqu'il s'avère que sur la partie des tarifs des accueils de loisirs pour les enfants, il y avait des tarifs à la semaine et des tarifs qui avaient été créés à la journée, tout simplement pour faire face en fait aux jours fériés. Par exemple, quand il y a un 14 juillet qui tombe un vendredi, donc les tarifs des accueils de loisirs étaient facturés aux familles à la journée, donc que 4 jours au lieu de 5 jours. Et sur les autres tarifs, cette dimension-là, elle n'avait pas été introduite, donc c'était un tarif à la semaine et pas possibilité de décompter un jour férié sur les tarifs. Donc on a introduit ça dans la nouvelle délibération qui vous est présentée aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'on actualise ici donc les tarifs des accueils de loisirs. Donc à la fois sur la partie gauche, vous avez les tarifs houplinois. Donc ce sont des tarifs qui sont dégressifs en fonction du quotient familial. Mais pour la première tranche, par exemple, on passe de 15 € à 16 €. La seconde tranche de 16 à 17, puis de 17 à 18, puis de 18 à 19 pour les tarifs houplinois. Et en ce qui concerne les tarifs non houplinois, on passe du tarif de 42,50 € à 45 €, de 43,50 € à 46, de 44,50 € à 47, de 45,50 € à 48. Donc on est toujours, je vous l'ai dit, dans une fourchette de 5 à 7%.
Donc là, vous avez les mêmes tarifs, mais à la journée. Donc voilà, c'est vraiment c'est une règle divisée par 5. Enfin voilà, il n'y a pas de changement là-dessus. Vous avez ensuite les tarifs donc pour les centres adolescents, donc les tarifs multi-activités. Vous avez donc les revalorisations, enfin les augmentations tarifaires qui sont proposées, donc de 37 à 39 euros, de 38 à 40. Enfin voilà, c'est plus 2 euros pour les houplinois. Et c'est plus 3 euros pour les non-houplinois. Donc là aussi, on est dans une fourchette de 4,29% à un peu plus, même pas 6%. Et vous avez ensuite, donc la nouveauté qui a été introduite, c'était le tarif à la journée, mais là aussi, c'est le tarif semaine divisé par 5. Vous avez ensuite les centres adolescents multi-activités, mais là, pour les grandes vacances. La particularité, c'est que pendant les petites vacances, les enfants sont accueillis exclusivement l'après-midi, les adolescents. Et pendant les grandes vacances, ils sont accueillis à la journée avec le repas inclus. Pour les accueils de loisirs, la première partie des tarifs qu'on vous a proposés, les tarifs cantine, c'est en plus, c'est ajouté aux tarifs semaine. Donc là, on vous propose les tarifs grandes vacances pour les centres adolescents, donc avec des accueils de 9h à 17h, repas inclus. Ce sont des tarifs qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et donc, c'est une création. Donc, on est sur du tarif pour les adolescents houplinois de 54 euros, 55 euros, 56 euros, 57 euros pour la semaine. Et pour les non-houplinois de 78, 83, 88 et 94 euros. Et ensuite, vous avez le même tarif à la journée. Et enfin, les centres ados pour les mini-séjours. Donc là également, c'est un tarif à la semaine. Et on propose une augmentation tarifaire de 4 euros pour les houplinois, donc de 67 à 71 euros, etc. Et pour les non-houplinois, une augmentation tarifaire de 5 euros, et on passerait pour la première tranche de 95 à 100 euros, mais avec toujours une fourchette entre 4,55% et 5,97% d'augmentation. Avec des tarifs, je l'ai dit, qui sont basés sur une délibération initiale de 2021. Ça veut dire qu'entre 2021 et 2025, il n'y a pas eu d'augmentation. Merci. Y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde? Oui. Bon, écoutez, vous passez au vote de cette délibération. Donc, tarifaires, quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Dernière délibération de ce Conseil. Il s'agit d'une convention de gestion entre la ville et le tennis club houplinois dans le cadre de notre politique d'accès au sport pour tous. Et je vais laisser le soin donc, à Anne-Sophie Berker, adjointe au sport, de vous la présenter. Merci, Monsieur le maire. Alors, en effet, dans la poursuite de notre politique d'accès au sport pour tous, après la plaine de loisirs, on en a parlé tout à l'heure, mais on a aussi les bouge-tons samedi, les événements sportifs gratuits. On peut aussi parler des accueils de loisirs sportifs, de la gym adaptée pour les seniors. On poursuit en fait avec un partenariat avec le tennis club houplinois, avec l'installation des nouveaux terrains de tennis extérieurs. La gestion d'ouverture et de la fermeture des terrains sont confiées au club de tennis. Et avec un partenariat, on va permettre aujourd'hui l'ouverture des terrains de tennis extérieurs gratuites à des familles ou à des houplinois qui ne sont pas licenciés au club. Ça veut dire qu'avec un petit coup de fil en mairie et une réservation à l'accueil, on pourra obtenir une carte d'accès et utiliser les cours de tennis extérieur en famille, entre amis, entre voisins, pour aller profiter une matinée ou un après-midi de cours de tennis et du coup s'abonner à une petite partie entre amis. Du coup, je souhaite quand même remercier mes collègues qui ont travaillé sur le projet, mais aussi le président du club de tennis et les bénévoles du club, avec qui on a eu des discussions et avec qui on a travaillé sur cette convention. Et ils sont à la gestion de l'ouverture et des fermetures, donc on utilise leur logiciel pour permettre aux houplinois aujourd'hui de bénéficier gratuitement sur réservation de terrain de tennis. Et je pense que pour le sport pour tous, c'est quand même une belle avancée, donc voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, n'hésitez pas, un petit coup de fil, une carte d'accès et vous pouvez utiliser les terrains de tennis extérieurs de la plaine de loisirs. Merci. En fait, c'est dans la convention, le mercredi après-midi, le samedi matin, les terrains sont accessibles aux houplinois.
Alors ça peut être justement comme le nombre d'accès qui est au nombre de 52 et les temps qui vont être ouverts, ça peut être revu et retravaillé en fonction de l'utilisation et du nombre de personnes qui participent avec le club à travers la convention que vous avez signée. Merci. Bien, c'est une belle avancée avec nos associations, et notamment avec le Tennis Club. Je m'associe aux remerciements qui viennent d'être donnés par Anne-Sophie Berker auprès du président et des membres du Tennis Club Ouptinois pour effectivement nous faciliter cet accès aux équipements. Je vous rappelle, ce sont des équipements communaux, mais mis à disposition d'associations. Et quand ça se passe comme ça, en bonne intelligence, c'est bien de le souligner. Propose donc de passer, à moins qu'il y ait des questions, de passer au vote sur cette convention d'utilisation. Il y a des questions? Non, ils sont au taquet. Alors on y va. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Bien, nous avons terminé l'ordre du jour de notre conseil. Je n'ai pas reçu de la part des conseillers de questions diverses. Je vais donc clore ce conseil municipal. Comme à l'accoutumée, maintenant qu'il est clos, proposer au public présent s'il souhaite poser une question. C'est une spécificité ouptinoise que l'interpellation du conseil municipal après la séance du conseil municipal. Y a-t-il des demandes de parole? Oui. Patrimoine communal. Et j'attendais par rapport à ça, je dirais, moi, notez bien l'église Sainte-Anastasie. Je n'ai pas entendu parler de l'église Sainte-Anastasie, bien qu'il y ait a priori une AMO qui est en cours. Donc qui dit AMO dira à un moment donné probablement travaux. Et je ne vois pas de ligne budgétaire par rapport à ça. Enfin, vous ne l'avez pas évoqué, alors dites-nous ce qu'il en est. Oui, alors vous n'avez pas vu de ligne budgétaire non plus concernant la salle des fêtes ou la mairie, parce que voilà, on l'a évoqué de façon globale, la gestion du patrimoine communal et la réflexion que nous avons. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on travaille sur une assistance à maîtrise d'œuvre sur l'église Sainte-Anastasie, qui nous permettra d'y voir plus clair. On s'est inscrit dans les différentes possibilités de subventions. On a le département qui nous suit. On a également la Fondation du patrimoine, auquel la commune est désormais adhérente. Sur la demande de votre voisin, là, nous sommes inscrits, donc, notamment pour concourir, entre guillemets, à être retenu, notamment par la mission patrimoine de Stéphane Bern sur un éventuel soutien financier. Les résultats auront lieu cet été. Donc voilà, c'est un sujet qui continue à nous animer, je vous rassure. On n'a pas évoqué effectivement les 30 bâtiments, mais nous avons en charge, je l'ai dit, 30 bâtiments, et dont les écoles aussi, qui ont le même âge que nos églises et pour lesquelles nous avons aussi des nécessités de travaux de mise aux normes, notamment d'accessibilité diverses et variées. Voilà. Avec ça, on est loin d'une réouverture. C'est pas un débat ici au conseil municipal, c'est une question que je réponds. Voilà. Oui, on est loin d'une ouverture, mais vous savez, il y a de nombreux exemples sur le secteur. Alors, j'ai plus la ville en tête, mais je pourrais vous la retrouver assez facilement, où l'église a été fermée pendant 12 années avant d'avoir un commencement de travaux. Non, mais c'est aussi factuel. Et après, vous avez aussi des situations où ça a été plus rapide. Je vous l'accorde. Nous sommes à Oupline. Je crois que j'ai fait état de manière très honnête du budget primitif 2025. La commune n'est pas considérée comme une ville riche. Loin s'en faut. On bénéficie, et je l'ai dit, de fonds de péréquation, ce qui démontre bien aussi qu'on a besoin d'être soutenu. Voilà, c'est aussi une question de responsabilité et parfois un peu de patience. On n'obtient pas tout de suite, malheureusement. J'aimerais mieux vous répondre autrement. On est tous attachés de façon à notre patrimoine communal, mais la réalité des choses est celle-ci. Voilà. Je vous remercie. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
soirée. Je remercie également celles et ceux qui nous ont suivis derrière leur écran. On a quelques fidèles qui suivent ce conseil municipal et surtout, il est regardé. Alors pas forcément en direct, mais il est regardé en replay et de façon parfois assez conséquente. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Et puis c'est l'occasion aussi pour moi de remercier Monsieur de Sazy, Tony de Sazy, sans qui nous ne pourrions pas effectivement être diffusés comme ça dans chaque foyer ouplinois. Passez toutes et tous une bonne soirée. Merci.